Spécificité de la ventilation en rénovation. Alors, des spécificités, il y en a énormément, et là, on va les regarder sous trois angles. Tout d'abord, lorsque on engage des travaux de rénovation, des travaux de rénovation énergétique, très régulièrement, on va intervenir sur l'enveloppe, le remplacement des menuiseries extérieures, le remplacement, enfin, l'isolation des murs extérieurs par l'intérieur, par l'extérieur. Eh bien, ces travaux vont avoir un impact sur l'enveloppe du bâtiment et plus particulièrement sur son étanchéité à l'air. Donc, on va revenir dessus. Dans un second temps, on va voir que en termes de choix des systèmes de ventilation, on va avoir un choix qui va être plus large que ce qu'on va avoir pour les logements neufs. Parce que quand on est en rénovation, on a énormément de particularités, énormément de spécificités qui font que pour pouvoir y répondre, il faut qu'on ait des systèmes bien adaptés. Et enfin, le système ne fait pas tout. Les acteurs d'un projet de rénovation occupent une part extrêmement importante dans l'atteinte des objectifs de performance. Et on va voir que dans ce cadre-là, la phase de diagnostic est extrêmement importante. Donc, pour commencer, l'impact du renforcement de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Voilà, donc cette petite illustration permet de se représenter le contexte du bâtiment avant que l'on engage les travaux de rénovation, c'est-à-dire qu'on va avoir un bâti qui est ancien, qui va avoir des défauts d'étanchéité à l'air essentiellement au niveau des menuiseries extérieures, autour des menuiseries extérieures, mais également au niveau des parois opaques, donc des murs extérieurs. Et donc, sous les effets du vent principalement, sous les effets du tirage thermique dans une moindre mesure, on va avoir un renouvellement d'air qui va se faire naturellement à travers ces défauts d'étanchéité à l'air. Lorsque on réalise des travaux sur l'enveloppe du bâtiment, on vient modifier un équilibre. Et cette modification de cet équilibre vient renforcer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Eh bien, on va avoir un déficit de renouvellement d'air par rapport à la situation initiale. Donc, on vient modifier un équilibre. Et un petit exemple pour illustrer ça, c'est le cas, par exemple, ici d'une petite maison individuelle, un T2, avec une chambre d'environ 10 mètres carrés. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque on est avant travaux de rénovation, on va avoir, donc ça va être sur le diagramme positionné sur la droite, ça va être la colonne en rouge, on va avoir un débit moyen. Donc là, c'est déterminé via des simulations. On voit qu'on a un débit moyen qui va être de 18 mètres cubes par heure, ce qui représente un taux de renouvellement d'air de 0,72 volumeur. Alors, c'est à travers les défauts d'étanchéité à l'air, c'est sous les effets du vent, du tirage thermique. Donc, ça peut, la provenance de l'air peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi être un transfert d'air depuis les autres pièces du logement. Toujours est-il qu'on va avoir, même si on ne maîtrise absolument pas la provenance de l'air, même si on ne maîtrise absolument pas le transfert de l'air, on sait qu'on va avoir un taux de renouvellement d'air en moyenne qui va être de 0,72 volumeur. Si on intervient sur l'enveloppe du bâtiment, le remplacement des menuiseries, eh bien, on va diminuer de façon conséquente ce renouvellement d'air à travers les défauts d'étanchéité à l'air. Et quand on est sur une rénovation dite performante, ce qu'on voit, c'est que notre débit moyen va passer à 7,3, ce qui représente un taux de renouvellement d'air de 0,28 volumeur. Donc on voit qu'on diminue, on divise par plus que 2 le renouvellement d'air qu'on a à travers ces défauts d'étanchéité. Alors on continuera à avoir des défauts d'étanchéité à l'air qui vont, on n'aura jamais un logement totalement étanche. Et on voit que si on ne met pas en place un système de ventilation, eh bien, on va avoir un important déficit de renouvellement d'air dans la pièce.
Hein, et si on se projette sur un bâtiment extrêmement performant, type maison passive par exemple, eh bien, on va avoir un taux de renouvellement d'air qui va être de 0,09 volumeur. Hein, donc, quand on intervient en rénovation, eh bien, les travaux sur l'enveloppe viennent modifier un équilibre. L'étanchéité à l'air du bâtiment s'améliore. Hein, on vient réduire de façon importante les défauts d'étanchéité à l'air. Donc, le renouvellement d'air qu'on avait à travers ces défauts d'étanchéité à l'air sont considérablement réduits, ce qui nécessite de mettre en place ainsi une installation de ventilation maîtrisée pour pouvoir maîtriser le renouvellement d'air. Deuxième point, le choix des systèmes. Quand on est en rénovation, on va avoir un plus large choix des systèmes de ventilation que sur le neuf. En neuf, les deux techniques courantes que l'on va rencontrer, c'est la VMC simple flux, c'est la VMC double flux. Donc on va pouvoir les rencontrer également en rénovation, et Samuel présentera justement les enseignements établis dans le cadre du dispositif REX bâtiment performant. Mais on va également avoir des techniques vraiment spécifiques à la rénovation, la ventilation mécanique répartie, la ventilation double flux décentralisée, la ventilation naturelle ou naturelle assistée, ou qu'on appelle également ventilation hybride, la ventilation mécanique basse pression et d'autres qui existent également. Donc la VMC simple flux, la VMC double flux, je reviens très rapidement dessus pour rappeler ce dont on parle. Quand on parle d'une installation de VMC simple flux, on va avoir une extraction, des bouches d'extraction positionnées dans les pièces humides, la cuisine, salle de bain, les WC. Ces bouches d'extraction vont être raccordées à un caisson d'extraction qui va permettre justement d'extraire l'air vicié dans ces pièces humides et de le rejeter à l'extérieur. Et l'air neuf va entrer par les entrées d'air que l'on aura positionnées dans les chambres et le séjour. Dans le cas de la ventilation double flux, on aura le même cheminement de l'air, c'est-à-dire des pièces principales vers les pièces humides. La différence, c'est qu'on va avoir donc toujours des bouches d'extraction en cuisine, salle de bain, WC, qui vont être raccordés non plus à un caisson d'extraction, mais à une centrale double flux. Et ensuite, on vient aller souffler mécaniquement l'air neuf dans les pièces de vie. Et via l'échangeur que l'on a au sein de la centrale double flux, on va pouvoir récupérer les calories de l'air extrait et de les réinjecter à l'air neuf sans qu'il n'y ait de mélange entre l'air vicié extrait et l'air neuf insufflé. Donc, on le voit, pour pouvoir mettre en place ces systèmes de VMC simple flux, double flux, il est nécessaire de déployer des réseaux aéroliques pour raccorder les bouches d'extraction aux caissons, aux unités de ventilation, caissons centrales. Et on voit que en rénovation, c'est pas toujours simple, de par la disposition des pièces, de par les parois qu'il faut raccorder, traverser. Et donc, dans ce cas-là, a été développé le procédé de ventilation mécanique répartie, où on va avoir dans chacune des pièces humides un extracteur mécanique indépendant, et ce qui fait que chacune des pièces humides aura son extraction mécanique sans avoir la nécessité d'avoir un réseau, mais uniquement un extracteur qui va être raccordé sur l'extérieur. Et l'air neuf, on va retrouver le même principe. L'air neuf va entrer naturellement, passivement, par les entrées d'air qu'on a dans les pièces principales. On a également le même procédé en ventilation double flux décentralisée, c'est-à-dire que on aura une unité de ventilation qui va souffler, extraire l'air vicié. Alors, avec deux procédés distincts, soit le procédé en pendulaire, ça veut dire que, par exemple, c'est le cas avec cet extracteur-ci, c'est que pendant un laps de temps, cet extracteur va souffler, et quelques minutes plus tard, il va extraire, ce qui va permettre de recharger en calories le petit échangeur thermique en céramique qui va être dans le flux d'air, ce qui va permettre de récupérer les calories sur l'air extrait quand on est en extraction et de les réinjecter sur l'air neuf quand on est en soufflage. Un autre procédé qui va être, là cette fois avec un fonctionnement d'extraction en permanence et de soufflage en permanence, et un échangeur
de type statique classique comme on peut retrouver sur les centrales double flux. Un autre exemple, ça va être le cas des bâtiments collectifs qui ont été construits en ventilation naturelle. Ces bâtiments-là sont représentatifs des bâtiments collectifs construits avant 75. La quasi-totalité de ces bâtiments sont en ventilation naturelle ou sans ventilation. Quand on est sur des bâtiments en ventilation naturelle, on va retrouver des conduits qui ont été dédiés, qui ont été construits pour fonctionner à un niveau de pression très basse pression, qui est incompatible la plupart du temps avec un système de ventilation mécanique simple flux. Et donc, on va avoir la possibilité de les mécaniser, par exemple en ventilation hybride, où on vient ajouter une assistance mécanique qui vient compléter le tirage naturel en fonction des conditions météo, soit par une sonde de température, soit par un anémomètre. On va avoir l'assistance mécanique qui va se mettre en fonctionnement ou augmenter son allure. Et on va également avoir des systèmes de ventilation mécanique basse pression, donc qui ressemblent à un réseau de VMC simple flux collective, mais qui est conçu spécifiquement pour fonctionner au niveau de pression que l'on a dans les conduits, c'est-à-dire entre 10 et 40 pascal en moyenne. Donc vous voyez, on a une grande diversité de systèmes pour la rénovation, et justement l'objectif c'est de pouvoir identifier le système de ventilation le plus adapté. Et c'est là que pour pouvoir définir le système de ventilation le plus adapté, la phase de diagnostic va permettre de collecter de collecter l'ensemble des informations, et à commencer par quelles sont les caractéristiques du bâtiment pour savoir quel type de système de ventilation je vais pouvoir mettre en place. Donc c'est pour ça que si on veut, de façon générale, si on veut avoir une ventilation performante, on doit avoir à chaque étape du projet une démarche qualité engagée, donc la phase diagnostic ou identification des contraintes pour être plus général, y compris en logement neuf, la phase conception, la phase mise en œuvre, la phase réception, la phase entretien. Et donc, si on regarde un peu plus en détail, sur la phase diagnostic, on va avoir notamment les caractéristiques du bâtiment. Pour dire les choses simplement, on ne part pas, c'est pas le bâtiment qui va venir s'adapter au système de ventilation qu'on souhaite retenir. C'est véritablement les caractéristiques du bâtiment qui vont nous dire, d'une part, quel système de ventilation je peux mettre en place, et d'autre part, quelles sont les règles à appliquer en termes de conception, en termes de mise en œuvre, en termes de réception, et également en termes d'entretien et de maintenance. Autre spécificité qu'on a également lors de la mise en œuvre, c'est que contrairement en logement neuf, en construction de logement neuf, on va intervenir en site occupé, qui vont complexifier le travail de l'entreprise. Je reviens un instant sur les caractéristiques du bâtiment. Alors, par quoi entend-on quand on parle de caractéristiques du bâtiment? Eh bien, à commencer par l'architecture du bâtiment, la disposition des pièces. Est-ce que justement cuisine, salle de bain, WC sont suffisamment proches l'une de l'autre pour pouvoir déployer un réseau de façon relativement simple, ou est-ce que les pièces humides sont tellement éloignées que c'est trop compliqué, il faut s'orienter vers un dispositif de type VMR? Les murs porteurs, les retombées de poutres, ça c'est pour le déploiement du réseau. La nature des matériaux, et la question qui se pose directement en rénovation, c'est notamment l'amiante. Est-ce qu'il y a les matériaux sur lesquels on va intervenir, est-ce que potentiellement ceux-ci sont amiantés ou pas, donc c'est extrêmement important derrière pour la phase exécution. L'enveloppe du bâtiment, on va avoir des exemples, notamment au niveau des menuiseries extérieures. Dans le cas où on conserverait les menuiseries extérieures, est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre
les entraîneurs correctement. Et puis, deux points sur lesquels je vais m'arrêter, les équipements de type chauffage eau chaude sanitaire, et puis le système de ventilation existant. Donc, concernant le système de chauffage, quand on intervient dans l'existant, il est impératif d'identifier l'ensemble des appareils à circuit de combustion, chaudière au gaz par exemple, et de vérifier la compatibilité de l'appareil avec le système de ventilation qu'on veut mettre en place. On va identifier les appareils de type à circuit de combustion étanche. Ça veut dire que l'amener d'air comburant et l'évacuation des produits de combustion se font indépendamment du local où est installé l'appareil. Dans ce cas-là, il n'y a pas de, il y a pas de risque d'incompatibilité avec notre système de ventilation. Par contre, si on est sur ce qu'on appelle des appareils à circuit de combustion non étanches, raccordés, comme ici une chaudière à tirage naturel, ou ici un foyer à bûche, par exemple, eh bien, la plupart des systèmes vont être incompatibles avec ce type d'équipement et on pourrait avoir engendré derrière un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Hein, donc, bien être attentif, bien être vigilant au type d'appareil. Là aussi, si on met en place, c'est une problématique qui dépasse le simple sujet de la ventilation. Hein. Si on a des travaux sur l'enveloppe, là aussi, on doit se poser la question du type d'appareil à circuit de combustion qu'on a dans le volume habitable. Et dernier point, c'est l'état des conduits, quand le type de conduit et l'état des conduits. Lorsqu'on fait des travaux de rénovation et qu'on met en place un nouveau système de ventilation, eh bien, on va chercher à avoir un système performant. On va mettre en toiture un réseau étanche avec des accessoires à joints, avec des manchettes de raccordement qui sont étanches. On va mettre un caisson d'extraction qui va être basse consommation, qui va offrir une régulation pour chercher un optimum. Dans les logements, on va mettre de la modulation, donc de façon très fréquente, on va retrouver de la modulation de débit en fonction de l'hygrométrie, hein, donc hygro A, hygro B. Ce sont donc soit je module au niveau des bouches d'extraction et des entrées d'air, soit je module uniquement au niveau des bouches d'extraction, mais cette modulation va permettre d'atteindre un niveau de performance énergétique en limitant les déperditions thermiques. Mais entre ces bouches d'extraction et le réseau, la question qu'il faut se poser, c'est dans quel état sont les conduits existants. Et la première des questions, c'est quel est le type de conduit? Parce qu'en fonction du type de conduit, je pourrais partir sur de la VMC ou de la ventilation mécanique basse pression ou de la ventilation hybride. Donc, en fonction du type de conduit, je pourrais mettre en œuvre certains procédés et pas d'autres. Et ensuite, dans quel état sont les conduits? Hein, on parle de caissons de ventilation performants, on parle de modulation de débit performante, mais si entre les bouches d'extraction et le caisson, eh bien, on a un réseau qui fuit, eh bien, je n'atteindrai pas la performance énergétique et je n'atteindrai pas la performance première qui est d'atteindre une bonne qualité d'air intérieur. C'est pour ça qu'il est nécessaire de mener un diagnostic des conduits avant d'engager les travaux de rénovation du système de ventilation. Hein, avec deux exemples que l'on rencontre souvent. Ça peut être un pied de bouchon qui manque ici sur un réseau de VMC existant, ou alors carrément des conduits qui sont perforés, cassés, des boisseaux cassés. Là, on est dans le cas de conduits de ventilation naturelle. Hein, donc, c'est là où ce diagnostic va permettre, d'une part, de définir le type, les caractéristiques des conduits, quels sont les conduits, mais aussi quelles sont leurs sections. Donc ça va nous aider à sélectionner le système de ventilation le plus adapté.
Et également, ça va permettre de dimensionner et de concevoir, de dimensionner correctement et de façon cohérente avec l'existant. Et quand on observe ce type de défaut, eh bien, le fait de l'avoir identifié en amont, ça va pouvoir permettre d'anticiper justement les difficultés que l'on va rencontrer en phase exé. Si on n'anticipe pas les difficultés en conception, eh bien, ce n'est pas en exé, en phase travaux, que l'on arrivera à les résoudre. Hein, donc, c'est pour ça que ce diagnostic est important. Voilà, j'ai fini pour la présentation.